Mon petit frère a eu un sourire narquois et m'a présenté à son patron lors de la fête de fiançailles, voici le raté de notre famille. Mes parents, l'air agacé, ont dit, quelle honte. Son patron est resté silencieux, observant chaque personne. La pièce est devenue tendue. Puis il a souri et a dit, intéressant. Vous avez. Lors de la fête de fiançailles de mon frère, il a esquissé un sourire narquois, avant de me traîner vers son patron. Voici Cassandra, la ratée de la famille, a-t-il annoncé bruyamment, sa voix dégoulinant de moquerie. Mes parents ont hoché la tête, le visage tordu par la gêne. Quel embarras, a marmonné ma mère, tandis que mon père riait maladroitement. La salle du luxueux Mountain Lodge, à Denver, est devenue silencieuse comme une tombe. La neige tombait doucement derrière les immenses fenêtres mais, à l'intérieur, l'air semblait épais et lourd. Son patron, un homme d'une cinquantaine d'années élégamment vêtu, n'a pas ri. Il a juste fixé mon frère, mes parents, puis moi. Quand Parker a prononcé mon nom, Cassandra, l'homme a marqué une pause d'une fraction de seconde, ses yeux se plissant juste assez pour que je le remarque. Quelque chose a traversé son visage, trop rapide pour être nommé, mais cela m'a tordu l'estomac. Puis, il a souri, d'un sourire lent et calme. Intéressant, a-t-il dit doucement, en se tournant vers mon frère. Parker, je vous verrai dans mon bureau demain matin. Personne ne savait quoi dire. Le sourire de mon frère a vacillé. Je suis resté là, figé, l'humiliation me brûlant comme du feu. Quelques minutes plus tard, j'ai prétexté un mal de tête et je me suis éclipsé dans la nuit froide, rentrant chez moi seul, les mains tremblantes sur le volant. Si vous avez déjà été traité comme le mouton noir par votre propre famille, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Restez avec moi, car cette histoire devient folle. Le lendemain matin, j'étais assise seule dans ma petite maison, en périphérie de Denver, fixant une tasse de café refroidi depuis des heures. Le sommeil n'était pas venu du tout. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image du sourire narquois de Parker, et le silence qui avait suivi ses paroles, tournaient en boucle. J'avais été étiqueté comme la ratée de la famille aussi loin que je m'en souvienne. À 41 ans, je possédais et dirigeais mon propre cabinet de conseil financier indépendant, depuis un bureau modeste au centre-ville. Ma spécialité était le redressement d'entreprises, consistant à sauver des sociétés de taille moyenne, alors qu'elles étaient au bord de l'effondrement. Le travail n'était pas glamour. Personne n'organisait de fêtes pour des restructurations de dettes discrètes, ou des négociations confidentielles avec des fournisseurs, mais cela payait les factures. Et, au cours de la dernière décennie, je m'étais bâti une réputation auprès de propriétaires qui avaient besoin d'aide sans faire les gros titres. Les clients me faisaient confiance, parce que je produisais des résultats, calmement et efficacement. Ma famille n'a jamais reconnu quoi que ce soit de tout cela. Pour eux, le succès signifiait des titres visibles, de grands bureaux, des éloges constants, et des publications sur les réseaux sociaux. Parker, de 5 ans mon cadet, avait toujours été la star, celui avec le charme facile, le poste marketing dans une entreprise de logistique en pleine croissance, et la fiancée issue d'une bonne famille. Mes parents le choyaient sans cesse. Chaque promotion, chaque nouvelle voiture, chaque photo de vacances était encadrée et célébrée. Mes réalisations ne recevaient, au mieux, que des hochements de tête polis, généralement suivis d'un soupir disant que je devrais me poser, ou trouver quelque chose de plus conventionnel. 3 mois avant la fête de fiançailles, Parker m'avait appelé à l'improviste. « Serette, j'ai besoin d'un service », avait-il dit, la voix légère, comme s'il demandait qu'on le dépose à l'aéroport. Savannah et moi organisons ce truc au lodge de montagne, et je suis débordé au travail. Tu es doué pour les trucs ennuyeux, non? Pourrais-tu gérer quelques contrats de fournisseurs? J'aurais dû refuser. Mais c'était mon frère et, malgré tout, cela avait encore du poids. Alors, j'ai accepté d'aider un peu. Cela a commencé petit, en examinant les devis des traiteurs et des fleuristes. Puis, j'ai repéré de graves problèmes. Un contrat, que Parker avait déjà signé avec le coordinateur principal de l'événement, contenait une clause susceptible de l'exposer à des pénalités massives, si le calendrier ou les livraisons tournaient mal. C'était de la négligence, le genre d'erreur qui pouvait facilement mener à un procès, si le fournisseur décidait de l'appliquer. J'ai passé 3 nuits tardives au téléphone à renégocier, faisant supprimer le langage risqué, et obtenant de meilleures conditions de paiement. Parker n'a jamais demandé ce que j'avais changé. Il a juste dit merci et est passé à autre chose.
puis sont venus les acomptes. 2 semaines avant l'événement, le photographe et le groupe de musique ont tous deux envoyé des rappels, les paiements étaient en retard, et ils s'apprêtaient à annuler. Parker avait oublié, au milieu d'une échéance de travail. Si ces réservations tombaient à l'eau, toute la fête s'effondrerait. Pas de photos professionnelles pour la grande annonce. Pas de musique pour les danses que Savannah avait planifiées si soigneusement. Le lodge avait des règles strictes. Pas de remboursement sur le lieu si les fournisseurs clés se retiraient. J'ai viré les acomptes moi-même. 8 000 $ pour le photographe, et 6 000 $ de plus pour le groupe. J'ai utilisé l'argent d'un récent acompte client, me disant que je réglerais cela plus tard. Parker avait promis de me rembourser immédiatement. « Tu me sauves la vie, Cass », a-t-il envoyé par SMS. L'argent n'est jamais arrivé. J'ai continué à travailler. Le fleuriste a essayé d'ajouter près de 4 000 $ de frais supplémentaires, qui n'étaient pas dans le devis original. Je l'ai remarqué, je les ai appelés directement, et j'ai forcé une facture corrigée. La société de traiteurs a cité des tarifs gonflés pour le service de bar. Je les ai négociés à la baisse de 20%, après leur avoir montré les prix de la concurrence. Chaque correction a été faite discrètement, depuis mon bureau à domicile, tard le soir ou tôt le matin, pour que cela n'interfère pas avec mes vrais clients. Parker n'a jamais su à quel point tout l'événement a failli tourner au désastre. Pour lui, tout s'est simplement arrangé. Au lodge, il se tenait là, acceptant les compliments sur l'organisation parfaite, et sur l'aspect professionnel de l'installation. Savannah souriait à ses côtés, le remerciant d'avoir réalisé sa vision. Et puis, devant tout le monde, il m'a traîné vers l'avant et m'a traité de raté de la famille. Si je n'étais pas intervenu, si je n'avais pas corrigé ses erreurs, couvert ses oublis, et négocié ses mauvaises affaires, cette fête n'aurait pas eu lieu comme elle l'a fait. Pas de photos, pas de musique, peut-être pas de lieu du tout. Il aurait eu l'air incompétent devant la famille de Savannah, ses collègues, et ses futurs beaux-parents. Mais personne ne le savait. Ni maman, ni papa, ni Parker. Ils ont vu l'événement se dérouler sans accroc, et lui ont donné tout le crédit. Ils m'ont vu assise tranquillement, et ont supposé que je n'avais rien apporté, comme toujours. J'avais passé des années à leur prouver qu'ils avaient tort, à ma propre manière, en bâtissant une entreprise qui aidait de vraies sociétés à survivre à de vraies crises. Pourtant, à leurs yeux, je restais la déception. Celle qui ne s'était jamais mariée, ne s'était jamais vantée, n'avait jamais exigé d'attention. Ce matin-là, seul dans ma cuisine silencieuse, le poids de tout cela pesait plus lourd que jamais. J'avais tout arrangé pour lui, encore une fois, et il m'avait remboursé en m'humiliant devant une salle pleine de gens. Pour la première fois, je me suis sérieusement demandé pourquoi je continuais à le faire. Pourquoi je continuais à protéger quelqu'un qui ne m'avait jamais protégé une seule fois. J'ai fixé le café froid, et j'ai réalisé quelque chose de froid et de clair. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner une place dans une famille qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Le mardi de la semaine suivante, un SUV noir élégant s'est garé devant mon petit bureau, au centre-ville de Denver. J'ai regardé depuis mon bureau et j'ai vu un homme d'une 50aine d'années en sortir, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, portant un porte-documents en cuir. Theodore Ramsey est entré directement dans le bâtiment sans appeler au préalable. Mon assistante n'était pas encore arrivée, alors je l'ai accueilli moi-même à la réception. Il a pris un moment pour regarder l'espace, un bureau simple, des classeurs organisés, quelques diplômes encadrés et des témoignages de clients au mur avec un respect évident dans les yeux. Puis il m'a fait face directement, son expression sérieuse mais accessible. « Miles » a-t-il dit en m'offrant une poignée de main ferme. « Avez-vous du temps pour une conversation ?» J'ai hoché la tête, surprise, mais curieuse de savoir pourquoi le patron de Parker se présentait à l'improviste. Je l'ai guidé vers la petite table de conférence dans le coin de la pièce. Il s'est assis en face de moi, a posé le porte-documents sur la table, et a commencé sans faire de politesse. « Ce soir-là, au lodge de montagne », a-t-il dit, d'une voix égale et mesurée. « Quand votre frère vous a présenté et a mentionné votre nom, Cassandra, je n'ai pas fait le lien immédiatement. Mais la façon dont vous vous teniez là, complètement calme, sans réaction extérieure, sans tentative de vous défendre. Cela a déclenché quelque chose. Sur le chemin du retour, tout m'est revenu. » Il a fait une brève pause, évaluant ma réponse. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Il y a 15 ans,
je possédais et exploitais une entreprise de logistique de taille moyenne, basée ici même au Colorado. Nous avions connu une expansion excessive, contracté de lourds prêts pour de nouveaux entrepôts, signé des contrats à long terme défavorables. Et les liquidités disparaissaient rapidement. Le dépôt de bilan était prévu dans moins de 2 mois. Mon père était décédé l'année précédente, me laissant l'entreprise dans un état vulnérable, et j'étais sur le point de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Les détails ont commencé à me revenir. C'était au début de ma carrière, l'un des premiers projets que j'avais géré entièrement seul. Après m'être mise à mon compte à 26 ans, déterminée à me faire un nom dans le conseil en redressement, une jeune consultante m'avait contacté directement. Théodore a poursuivi, pas de relation commune, pas de discussion sur les honoraires au préalable. Elle a passé des semaines à examiner la comptabilité complète, sans frais, identifiant chaque domaine où l'argent fuyait, itinéraire de fret mal négocié, accord de fournisseurs surpayés. Pénalité cachée dans les conditions de prêt. Elle a livré un plan de restructuration précis. Prioriser les renégociations avec les créanciers, liquider les actifs sous-performants, couper les redondances opérationnelles sans licenciement massif. Il a ouvert le porte-document, et a fait glisser soigneusement un vieux rapport sur la table. La page de couverture indiquait « Cassandra Miles, consultante financière indépendante », dans le même format épuré que j'utilisais encore aujourd'hui. Des puces concises, un flux logique, pas de formulation inutile. J'ai gardé ceci toutes ces années, a-t-il admis. Parce que vous avez redressé l'entreprise sans facturer une seule heure. Quand j'ai insisté pour vous payer après que la mise en œuvre a commencé à montrer des résultats, vous avez refusé. Vous avez dit que vous commenciez tout juste votre pratique, et que vous ne pouviez pas accepter de paiement de quelqu'un confronté à une véritable crise. Votre approche m'a rappelé ma propre volonté quand j'étais plus jeune, concentré, inébranlable, sans besoin de reconnaissance. J'ai regardé les pages fanées. Des souvenirs ont refait surface, des soirées interminables à analyser des feuilles de calcul, à passer des appels à froid aux fournisseurs, à rédiger des lettres aux banques pour des extensions. Ramsey Logistique, ai-je dit doucement, en reliant complètement les points. Vous avez consolidé les itinéraires et vendu la flotte excédentaire. Il a confirmé d'un hochement de tête. Vendu avec profit 3 ans plus tard. J'ai utilisé ces fonds pour investir sagement et croître durablement. La vaste opération que je dirige aujourd'hui remonte directement à votre intervention. Toute ma trajectoire professionnelle a changé, grâce à cette aide non rémunérée d'une inconnue, qui a vu du potentiel là où je ne voyais que l'effondrement. Il s'est légèrement penché en avant. À la fête, j'ai reconnu le même regard stable de la personne qui m'avait aidé sans attendre de gratitude ou de reconnaissance. Le calme silencieux sous la pression. Le style professionnel exact de ce vieux rapport correspond à tout ce qui vous concerne. J'étais sans voix un instant. Ce projet avait été significatif pour moi à l'époque, mais les clients passaient, et je l'avais enterré parmi des centaines d'autres depuis. Personne ne l'avait jamais évoqué à nouveau, et encore moins ne m'avait remercié des années plus tard. Pourquoi venir ici maintenant, ai-je demandé, voulant sincèrement savoir. Il a refermé doucement le porte-document. Parce qu'entendre comment votre propre famille vous décrivait ne correspondait pas à la personne que je savais avoir sauvé mon entreprise. La consultante qui m'a secouru sans fanfare n'est pas une ratée. Et comme Parker est sous mes ordres, j'ai prêté une attention plus particulière à certains schémas au travail. Il s'est arrêté là, ne développant pas davantage pour l'instant. L'implication flottait dans l'air, mais il a changé de sujet pour m'interroger sur ma pratique actuelle. J'ai décrit des cas récents, sauver une entreprise de distribution familiale de la saisie, guider un fournisseur régional à travers des ruptures de la chaîne d'approvisionnement. Il a écouté attentivement, posant des questions de suivi réfléchi qui montraient une réelle compréhension du domaine. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. La lumière du soleil matinal se déplaçait sur les murs du bureau, tandis qu'il partageait de brèves mises à jour sur l'évolution de l'entreprise depuis mon implication. Nouvelle division, croissance régulière, contribution communautaire. C'était étrange, mais validant, d'avoir quelqu'un en dehors de mon cercle familial qui reconnaissait l'impact de mon travail. Quand il s'est finalement levé pour partir, il a tendu la main à nouveau. J'apprécierais de garder le contact, mademoiselle Miles. Correctement cette fois. Je l'ai raccompagné. Alors que le SUV s'éloignait, un petit changement s'est opéré en moi. Quelqu'un avait vu la valeur que j'apportais, non pas par des vantardises ou des exigences, mais par des résultats qui duraient. Au cours de cette réunion initiale,
et des nombreux appels téléphoniques et suivis en personne qui ont suivi les jours suivants, Theodore Ramsey a orienté la conversation vers la véritable raison pour laquelle il m'avait recherché, au-delà de la connexion passée. Il a expliqué qu'il avait discrètement lancé un audit interne dans son entreprise de logistique environ 10 mois plus tôt, motivé par des divergences dans les rapports financiers qui traversaient les départements. Parker avait fait l'objet d'un examen minutieux au début du processus. Theodore a présenté les preuves d'une manière calme et organisée, étalant des rapports imprimés, des chaînes de mai, et des feuilles de calcul à noter sur la table de conférence. Le problème le plus important concernait un contrat de grande valeur, conclu avec une chaîne nationale de vente au détail, pour une logistique d'expédition et de distribution optimisée. Le projet avait été publiquement crédité à Parker comme son initiative personnelle. Il avait livré la présentation finale, accepté les félicitations de la direction, et reçu une prime de performance substantielle ainsi qu'une recommandation de promotion. En réalité, le travail de fond avait été effectué par un analyste junior nommé Nathan Hay. Nathan avait passé 6 mois à rechercher des données de marché, à construire des modèles financiers, et à rédiger la proposition initiale. Parker n'avait rejoint l'équipe qu'au cours des 2 derniers mois, puis s'était systématiquement approprié le crédit. Les enregistrements de mai le montraient ordonnant aux membres de l'équipe de lui envoyer toutes les mises à jour personnellement. Il transférait ensuite ces mises à jour au cadre avec de légères reformulations, les présentant comme ses propres idées. La commission liée à l'accord s'élevait à 47 000 $, plus la visibilité accrue qui avait accéléré sa trajectoire de carrière. Ce n'était que le début. Theodore a ouvert un autre dossier contenant 18 mois de notes de frais. Parker avait régulièrement soumis des dépenses personnelles comme des coûts d'entreprise légitimes. Un voyage de week-end à Las Vegas était documenté comme des réunions de développement client avec des partenaires potentiels. Un séjour dans un hôtel de luxe à Miami était étiqueté comme coordination d'événements de réseautage. Des achats de vêtements haut de gamme, costumes, chaussures, accessoires étaient classés comme tenues professionnelles requises pour les présentations exécutives. Même certains coûts préparatoires pour sa fête de fiançailles, tels que les dégustations traiteurs et les visites de lieux, avaient été discrètement facturés au compte de l'entreprise. Le total des frais frauduleux dépassait 110 000 $. Le modèle avait commencé petit, des remboursements mineurs qui passaient inaperçus et étaient devenus progressivement plus audacieux, car aucune question immédiate ne se posait. L'équipe de comptabilité judiciaire de Theodore avait recoupé chaque article avec les relevés de cartes de crédit personnel, les entrées de calendrier, et les itinéraires de voyage. Les discordances étaient indéniables. J'étais assise à écouter, un mélange d'incrédulité et de reconnaissance sinistre s'installant en moi. Parker avait toujours été prompt à prendre des raccourcis quand cela lui profitait. Voir la trace documentée rendait le comportement impossible à rejeter comme une simple négligence. Pourquoi partager cela avec moi spécifiquement, ai-je demandé lors d'un de nos appels ultérieurs. Theodore a répondu pensivement. Parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour gérer la prochaine phase. Nous avons récemment acquis 2 filiales plus petites, et l'opération combinée génère environ 50 millions de revenus annuels. Nous restructurons pour éliminer les redondances, intégrer les systèmes, et assurer la conformité financière. Cela nécessite un consultant indépendant avec une expertise prouvée en redressement, quelqu'un qui privilégie l'exactitude à la politique. Il a fait glisser la proposition de contrat formel sur la table lors de notre réunion en personne suivante. Les termes étaient clairs, un engagement de 6 mois, 250 000 $ de rémunération, avec des dispositions pour une extension basée sur les résultats. La portée comprenait l'audit des départements qui se chevauchaient, la recommandation d'efficacités opérationnelles, et la supervision de l'intégration financière sans parti pris. J'ai examiné le document attentivement. Le projet exigerait un temps considérable, visite de site, analyse de données, réunion avec les parties prenantes, mais la paie représentait plus que ce que je gagnais généralement en une année complète. Plus important encore, c'était une opportunité d'appliquer mes compétences à une plus grande échelle, en travaillant directement avec une équipe de direction qui respectait déjà mon parcours. Je ne peux être impliqué dans aucune décision concernant Parker personnellement, ai-je clarifié. Vous n'aurez pas besoin de l'être, m'a assuré Theodore. Les preuves sont indépendantes et se suffiront à elles-mêmes. Votre rôle se concentrerait uniquement sur le projet de restructuration. J'ai pris quelques jours pour évaluer comment l'engagement s'intégrerait à ma charge de travail actuelle. J'ai effectué des projections préliminaires, considéré la logistique des voyages entre Denver et le siège de l'entreprise, et pesé l'impact potentiel sur mon cabinet. L'opportunité était substantielle,
et la confiance que Théodore plaçait en moi semblait validante d'une manière que peu de choses l'avaient été. Avant que je ne signe, lors de notre dernier appel de la semaine, Théodore a mentionné un point supplémentaire, presque avec désinvolture. Lors de l'audit plus large, mon équipe a remarqué des transferts financiers inhabituels qui semblaient sans rapport avec les affaires de l'entreprise, mais liés à des comptes familiaux. J'ai vu quelques schémas irréguliers impliquant des fonds connectés à des proches de Parker, a-t-il dit prudemment, choisissant ses mots. Rien de concluant à ce stade, et je ne suis pas prêt à tirer des conclusions sans le contexte complet, mais c'est quelque chose dont je sentais que vous deviez être consciente. Il a laissé la déclaration ouverte, n'offrant aucun détail précis. L'allusion flottait dans l'air, suggérant qu'il pourrait y avoir plus sous la surface que la seule inconduite au travail. Je n'ai pas insisté pour avoir des détails. Le contrat se suffisait à lui-même. Le lendemain, j'ai signé l'accord et l'ai renvoyé par voie électronique. Théodore a exprimé son appréciation immédiate et a décrit les prochaines étapes, accès initial aux données, visite de sites programmés, et une réunion d'introduction avec les chefs de département clés. Pour la première fois depuis des années, une opportunité professionnelle majeure m'était venue grâce à mon historique, et non en dépit des perceptions familiales. Le travail à venir promettait défis et croissance, et je me sentais prêt à m'y lancer. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a vibré avec un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai reconnu immédiatement. J'ai hésité avant de répondre. La voix de Parker s'est déversée, tendue et urgente. « Cass, il faut qu'on parle en personne, s'il te plaît. » Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville, loin de nos bureaux respectifs. Il est arrivé débraillé, chemise sortie du pantalon, cerne sous les yeux, aucune trace de sa confiance habituelle. Savannah n'a pas été mentionnée. Il s'est lancé directement, sans rien commander. Il se rapproche de l'enquête. Les notes de frais, le contrat de vente au détail, le crédit. Ça devient sérieux. Les gens de Théodore veulent une corroboration de quiconque connaît mes processus. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Tu as déjà jeté un œil à certains de mes travaux. Souviens-toi, des avis rapides sur des présentations. Si tu pouvais juste leur confirmer que nous avons échangé des idées, que je t'ai consulté sur des stratégies, cela aurait du poids. La famille soutient la famille, Cass, ça a toujours été comme ça. La supplication dans sa voix était brute, presque convaincante si je n'en avais pas entendu des versions en grandissant. Je ne vais pas mentir, ai-je dit d'un ton égal. Son expression s'est durcie. Tu me dois au moins ça. Maman et papa ont toujours fondé leurs espoirs sur moi. Tu ne peux pas juste regarder ça arriver. Je ne te dois aucun mensonge, et je reste en dehors de ça. Il a agrippé le bord de la table. Cela pourrait mettre fin à ma carrière. Le mariage. Tout ce que nous avons construit. Disparu. Tu veux vraiment être celle qui laisse ça arriver? J'ai reculé ma chaise. Tes choix, Parker. Pas les miens. Il m'a suivi jusqu'à la porte, la voix baissant d'un ton. Pense à ce que ça fait à la famille. Le contact a escaladé après cela. Des appels à des heures indues, certains provenant de numéros masqués. Des messages vocaux commençant par des excuses, devenant accusateurs, prétendant que j'étais jalouse, que j'avais toujours envié son succès. Des SMS arrivant par rafale, rappels de vacances que j'avais organisées, de faveurs que j'avais faites, maintenant présentées comme des dettes qu'il réclamait. Puis, les emails ont fait surface dans le système sécurisé de l'entreprise. Des messages semblant provenir d'une adresse presque identique à mon adresse professionnelle, avec un seul caractère de différence dans le nom de domaine. Le contenu était explicite, des suggestions étape par étape sur le transfert de coûts personnels vers des lignes professionnelles, des conseils sur la réaffectation des contributions de l'équipe dans les évaluations de performance. Ils étaient datés pour suggérer une consultation continue, me positionnant comme complice. Je les ai découverts lors d'un examen standard des disques partagés pour mon projet de restructuration. Les eurodatages étaient groupés, tous créés dans une fenêtre étroite en soirée. Les journaux IP pointaient directement vers le poste de travail de Parker. J'ai tout documenté méticuleusement. Capture d'écran, métadonnées exportées, journaux d'accès. J'ai d'abord transmis le dossier aux responsables de la conformité de Théodore, puis j'ai confirmé mon implication lorsqu'ils ont demandé une déclaration. La réponse a été rapide. J'ai reçu une invitation à observer l'audience disciplinaire depuis une salle d'observation avec un miroir sans teint,
étant donné mon statut de contractuel et ma pertinence directe. Parker est entré dans la salle de conférence, semblant composer au début, costume pressé, notes à la main. Le panel comprenait Théodore, le directeur financier, la directrice des ressources humaines Karen Fletcher, et l'avocat interne Marcus Reeves. Ils ont procédé méthodiquement, projetant les preuves sur l'écran, reçus discordants, chronologie de projets modifiés, maintenant, la correspondance falsifiée tentant de m'impliquer. Il a commencé par des explications, délais à haute pression menant à des erreurs de catégorisation, dynamique d'équipe où le crédit remonte naturellement vers le haut. Lorsqu'on l'a pressé sur des détails, il a basculé dans l'émotion, la voix se brisant en décrivant le stress de la planification du mariage et les attentes de performance. Le panel est resté impassible. Karen Fletcher a prononcé le verdict professionnellement, licenciement immédiat pour faute grave, incluant fraude et tentative d'obstruction. L'entreprise poursuivrait le recouvrement civil de tous les fonds détournés, totalisant plus de 110 000 $, par voie légale. Compte tenu de la nature délibérée et de l'ampleur, les autorités seraient informées pour d'éventuelles poursuites pénales. La sécurité est apparue promptement. Parker a rassemblé ses affaires dans une boîte standard, escortée par une porte latérale. Son visage était vide alors qu'il passait devant la vitre, ignorant que j'étais là. J'ai quitté le bâtiment peu après, rentrant chez moi à travers les rues familières. Pas d'élan de victoire ne m'a traversé. Pas de satisfaction à le voir tomber. Juste un profond soulagement glacial, comme expiré après avoir retenu mon souffle pendant des décennies. Les retombées étaient les siennes, construites à partir de décisions qu'il avait prises sans se soucier des conséquences. Je n'ai ressenti aucune envie de célébrer, seulement la reconnaissance tranquille que certains schémas se brisaient enfin, laissant de l'espace pour quelque chose de plus propre. 2 mois ont passé. Une invitation est arrivée par la poste de la part de tante Irene, manuscrite, formelle, demandant à toute la famille de venir dîner chez elle, dans la banlieue de Denver. Elle avait toujours été l'observatrice silencieuse du côté de ma mère. Veuve tôt, vivant de manière indépendante dans la même maison depuis des décennies. J'ai failli décliner, mais la note incluait une ligne personnelle, il est temps que nous parlions ouvertement. S'il te plaît, viens. La soirée était fraîche quand je suis arrivé. Des voitures s'alignaient dans l'allée. La berline de mes parents, le SUV de Parker, les véhicules appartenant à 2 cousins et leurs époux. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée pour 10, bougies allumées, l'arôme du rôti et des pommes de terre remplissant l'air. Tante Irene m'a accueilli à la porte avec une étreinte ferme, ses yeux vifs à 73 ans. Merci d'être venue, Cassandra. Tout le monde était déjà assis. Maman et papa à une extrémité, posture raide. Parker à côté d'une chaise vide qui devait être celle de Savannah. Elle n'était pas là. Les cousins Mark et Lisa, avec leurs partenaires, échangeaient des regards inquiets. Le dîner a commencé poliment, en passant les plats, avec de petites conversations sur la météo et les vacances. Tante Irene a attendu que les assiettes soient remplies avant de se lever en bout de table. Je vous ai tous réunis ici parce que je suis restée silencieuse trop longtemps, a-t-elle dit, la voix stable et claire. Cette famille a traité Cassandra comme si elle ne comptait pas pendant des années. J'en ai fini avec ça. Papa a commencé à l'interrompre. Irene, ce n'est pas, elle a levé une main. Tu vas écouter ce soir, George. Elle s'est tournée vers la salle. Laissez-moi vous parler de la nièce que vous avez ignorée. Il y a 8 ans, quand on m'a diagnostiqué un cancer, les coûts du traitement dépassaient mes économies et mon assurance. J'étais prête à hypothéquer la maison. Cassandra a payé les factures restantes, plus de 40 000 $, sans le dire à personne. Elle a envoyé l'argent via la fondation de l'hôpital pour que je ne le sache pas au début. Je ne l'ai découvert que lorsqu'une lettre de remerciement est arrivée, adressée à elle. La fourchette de maman s'est arrêtée en l'air. Parker fixait son assiette. Quand Mark a perdu son emploi pendant la récession, et avait besoin de capital pour démarrer son entreprise d'aménagement paysager, a continué tante Irene en regardant mon cousin, qui a fourni le prêt sans intérêt qui lui a permis de passer la première année. Cassandra. 20 000 $ remboursés lentement au fil du temps. Aucune pression. Mark a hoché la tête lentement, les yeux baissés. Elle m'a dit de ne le dire à personne. Et le mari de Lisa, a poursuivi tante Irene, quand sa start-up technologique échouait et qu'il risquait l'expulsion, qui a couvert 6 mois de loyer discrètement? La même personne. La pièce est devenue plus silencieuse.
Personne ne rencontrait mon regard. Mais le pire, a dit tante Irene, la voix se serrant, c'est ce qui s'est passé avec le fonds d'éducation de votre grand-père. Il avait mis de l'argent de côté, spécifiquement une part pour chaque petit enfant. La part de Cassandra s'élevait à 50 000 $, destinée à ses études universitaires et au début de sa carrière. George et Barbara, vous avez tout retiré et l'avez redirigé vers les comptes de Parker pour ses frais de scolarité en université privée et son premier appartement. Le visage de papa a rougi. Cet argent a été investi pour l'enfant avec le plus de potentiel. Tante Irene l'a coupé. Vous avez décidé que Cassandra n'en avait aucun, alors vous avez pris ce qui était à elle. La voix de maman était faible. Nous pensions qu'elle se débrouillerait toute seule. Elle l'a toujours fait. Parker avait besoin de ce coup de pouce pour réussir. Parker a pris la parole, sur la défensive. Les temps étaient durs. Nous avons tous fait des sacrifices. Cassandra s'en est bien sortie de toute façon. Tante Irene l'a regardé directement. Bien sortie? Alors que tu as utilisé son héritage pour construire la vie que tu étalais, et maintenant, après tout ce qui s'est passé au travail, tu es encore assis ici à agir comme si tout était dû. Il a bougé inconfortablement. C'est séparé. Pas de chance au bureau. Personne n'a répondu. Les cousins ont échangé des regards, clairement mal à l'aise, mais ne la contredisant pas. Tante Irene s'est adressée à la table à nouveau. Cassandra n'a jamais parlé parce qu'elle n'a besoin de la validation d'aucun de vous. Elle a construit sa vie selon ses propres termes, mais je ne permettrai pas à cette famille de continuer à l'appeler la ratée. Elle s'est rassise. Le silence s'est étiré. Papa s'est éclairci la gorge, a commencé à parler, puis s'est arrêté. Maman a tamponné ses yeux avec une serviette. Parker poussait la nourriture autour de son assiette. Je suis restée silencieuse tout du long. Les révélations n'étaient pas nouvelles pour moi. J'étais au courant pour le fond depuis un moment maintenant, mais les entendre prononcer à voix haute, devant tout le monde, a changé quelque chose. Le dîner s'est terminé maladroitement. Les gens sont partis peu après le dessert. Des murmures d'au revoir. Pas de conversation prolongée. Tante Irene m'a accompagné à ma voiture. Je devais le dire, a-t-elle chuchoté. Pour toi, et pour la vérité. Je l'ai serré dans mes bras. Merci. En rentrant chez moi, les mots résonnaient. Pour une fois, quelqu'un avait parlé pour moi alors que je ne l'avais pas demandé. 1 an plus tard, j'ai rendu la décision définitive. J'ai changé mon numéro de téléphone, mis à jour tous mes contacts professionnels, et configuré des filtres de messagerie pour bloquer tout ce qui provenait des adresses familiales. Les lettres restaient sans réponse. Les connexions sur les réseaux sociaux coupées, pas d'explication, pas de message d'adieu, juste le silence. Le projet de restructuration avec Théodore Ramsay s'est terminé avec succès, en avance sur le calendrier. Les filiales intégrées fonctionnaient plus maigrement, étaient plus conformes, et rentables. Il a offert une extension, un rôle consultatif continu au niveau exécutif avec des options sur action. J'ai accepté. Mon cabinet a grandi. De nouveaux clients sont arrivés grâce aux recommandations de son réseau. Pour la première fois, mon travail opérait à une échelle qui correspondait à mes capacités, libérer des vieilles ombres. J'ai emménagé dans un bureau plus grand au centre-ville, embauché 2 associés, et pris des cas pro bono sélectifs, aidant de petites entreprises en crise comme je l'avais fait à mes débuts. Les jours semblaient avoir un but, déchargé d'un poids. Des nouvelles ont filtré par des canaux lointains concernant les autres. Parker et Savannah se sont séparés discrètement, puis ont divorcé. Le recouvrement légal de l'entreprise a vidé ses économies. Les jugements civils se sont empilés avec les intérêts. Les demandes d'emploi n'aboutissaient nulle part. Les vérifications d'antécédents révélaient le licenciement pour fraude. Il prenait des petits boulots quand il le pouvait, mal payés, instables. Maman et papa sont restés dans la même maison, plus calmes maintenant. Les vacances passaient sans rassemblement. Des mises à jour occasionnelles de connaissances communes mentionnaient des conversations pleines de regrets. Des tentatives de tendre la main par l'intermédiaire des cousins. Des messages que je n'ai jamais reçus une seconde fois. Ils vieillissaient visiblement sur les photos que je ne cherchais pas à voir. Papa a pris sa retraite tôt, les plaintes de santé augmentant. Maman faisait plus de bénévolat pour combler les heures vides. Aucun des deux n'a trouvé le moyen de revenir dans ma vie,
parce que je n'ai plus laissé la porte ouverte. Je ne suivais pas leur lutte de près. Aucune satisfaction ne venait du fait de connaître les conséquences, seulement la connaissance stable que mes limites tenaient bon. Certains soirs, en rentrant chez moi à travers les rues de Denver, je pensais aux années passées à prouver ma valeur à des gens qui refusaient de la voir. L'énergie autrefois versée à arranger les choses pour les autres alimentait maintenant mon propre chemin. La vraie gentillesse, ai-je appris, trouve sa propre direction lorsqu'elle n'est pas tordue pour gagner l'approbation. Le favoritisme toxique finit par se consumer lui-même, laissant ceux qui l'ont pratiqué isolés dans les ruines. Couper les ponts complètement n'était pas cruel. C'était la seule façon de protéger ce que j'avais construit, et de continuer à avancer sans plus porter leur poids.